Que promis, aujourd'hui, je veux présenter un modèle que vous allez vraiment avoir besoin pour l'intégrer dans les logiciels qui concernent les projets que nous avons demandé comme travail pratique. Donc, c'est ce qu'on appelle les modèles à écart de vitesse. Il s'agit d'un modèle relativement simple et c'est un modèle qui est très utilisé au niveau industriel à cause de pas seulement sa simplicité, mais le fait qu'il permet de réduire les nombres des équations qu'on doit résoudre pour traiter un problème donné. Alors, l'idée de base a été formulée par Zuber et Finlay. En 1965. Et ils se sont posé la question s'il n'y avait pas une moyenne de résoudre un problème en se basant sur les équations les plus simples, ce que nous avons déjà discuté auparavant, les équations du modèle homogène, et trouver une alternative, une manière appropriée pour rétablir la cinématique des phases, ça veut dire les vitesses de chaque phase, par des équations faciles à manipuler et qui satisfont correctement les observations expérimentales. Donc, si on regarde de manière globale les nombres des équations qu'on a besoin, alors les nombres des équations pour les modèles homogènes, si on considère la conservation de la masse, pour la conservation de la masse, pour un modèle homogène à une seule dimension, on a besoin d'une seule équation. S'il s'agit d'un modèle à 3 dimensions, donc la masse est une équation scalaire, donc on a besoin quand même d'une équation. Si on considère la conservation de la quantité de mouvement, donc pour un système unidimensionnel, on a besoin d'une équation. Si on veut traiter un système en 3 dimensions, donc il nous faut une équation pour chaque composante de vitesse. Et certainement, dans les cas de consommation de l'énergie, un équilibre thermique, on a besoin d'une équation dans les deux cas. Donc, on voit que si on traite un modèle unidimensionnel, donc dans les cas du modèle homogène, nous avons 3 équations à résoudre de manière simultanée, tandis que si on veut traiter un problème tridimensionnel, donc en 3D, alors il nous faut 5 équations. Donc on doit soit résoudre 3 équations dans les conditions 1D, soit 5 équations dans les cas 2D. Alors si on prend les modèles les plus complets, que c'est les modèles à deux fluides, il ne faut pas les confondre avec les modèles à écoulement séparé. Donc, pour les modèles à deux fluides, on doit résoudre la conservation de la masse pour la phase gazeuse et la phase liquide. Donc, dans les cas unidimensionnels, nous avons besoin de 2 équations. Dans les cas de la conservation de la quantité de mouvement, à une seule dimension, donc on doit résoudre simultanément la conservation du mouvement pour la phase gazeuse et pour la phase liquide. Donc, on doit ajouter 2 équations. Certainement,
que si on décide on a besoin de décrire les problèmes dans des domaines tridimensionnels, à ce moment-là, on doit multiplier ce nombre par 3, donc on doit ajouter 6 équations à notre problème. Et finalement, dans la conservation de l'énergie, donc on doit écrire la conservation de l'énergie pour chaque phase séparément. Donc, nous avons besoin d'au moins 2 équations. Donc, dans le cas le plus simple du problème, on a un problème homogène, unidimensionnel, 3 équations, un problème à 2 fluides, unidimensionnel, nous avons besoin de 6 équations couplées. Et si jamais on a vraiment, on doit appliquer la solution à un problème tridimensionnel, alors nous avons besoin d'un minimum de 10 équations à résoudre de manière simultanée. Donc certainement, ceci ne ferme pas la complexité du problème, parce que dans les deux cas, nous avons besoin d'introduire de ce qu'on appelle les équations, les relations constitutives. Donc, des corrélations on doit introduire pour fermer le système d'équations. Donc, on voit que très vite, la complexité et le nombre des équations à résoudre devient de plus en plus lourd. Donc, l'idée de Suber et Finlay, en 1965, ils ont dit, est-ce qu'on peut s'attaquer au problème en tenant compte les modèles les plus simples, ça veut dire les modèles homogènes, et voir si c'est possible de rétablir la cinématique des phases, ça veut dire les vitesses de la phase liquide et la vitesse de la phase gazeuse pour corriger les équations du modèle homogène. Donc, c'est ça que nous allons faire. Alors, les points de départ de cette approche est les suivants. Il faut tenir compte que quand on a commencé ces cours, je vous ai parlé la première semaine du problème des moyennes. Et donc, les équations, on les a moyennées, on a dans quelque sorte pris des variables et on a introduit des valeurs moyennées soit dans la surface, soit dans un volume ou soit dans le temps, simplement pour simplifier les traitements mathématiques, étant donné qu'on fait appel à un système de structures complexes, un gaz mélangé avec un liquide, ou des particules solides mélangées avec un autre fluide, ou même 3 phases mélangées dans un écoulement. Donc, Suber et Finlay, ils ont tout d'abord se posé la question par rapport à la manière dont on a déjà établi la technique des moyennes. Et ils ont dit que la façon donc de procéder, ça devrait être une procédure, un traitement mathématique qui tient compte de la localisation spatiale de chaque propriété ou de chaque phase ou des propriétés associées à chaque phase. Et donc, à ce moment-là, ils ont introduit ce qu'on appelle la moyenne pondérée par rapport au taux de vide. Dans ce cas, il s'agit bel et bien d'une moyenne pondérée par une fonction qu'on appelle le taux de vide, et dans ce cas, le taux de vide va être ce qu'on a appelé le taux de vide local qui dépend de la position. Donc, on a appelé ce taux de vide alpha, et ces valeurs de alpha
si on l'associe pour chaque phase gazeuse liquide, on va l'identifier comme étant la phase K. Donc, c'est les taux de présence dans les volumes du mélange ou dans les volumes diphasiques d'une phase ou d'une autre. Étant K, comme toujours, la présence du gaz ou la présence du liquide à l'endroit X vecteur. Donc, à ce moment-là, on considère que la valeur de moyenner une quantité physique devrait être la suivante. Donc, si je prends une quantité physique phi k qui dépend de la position, donc je devrais les moyenner à travers une pondération par rapport au taux de vide, de telle manière qu'on introduit une nouvelle notation. On dit que la propriété psi sera moyennée par rapport au taux de vide alpha k dans la section de passage, et cette moyenne sera donnée par 1 sur A, l'intégrale sur A de alpha k qui dépend de la position, de psi k qui dépend de la position, de A, et certainement divisé par la moyenne du facteur de pondération que c'est alpha k dans la section de passage. Donc ça c'est la définition de la moyenne pondérée par rapport au taux de vide local, et on sait par définition que la moyenne du taux de vide local dans toute la section de passage représente le taux de vide global. Ça veut dire que epsilon k est égal à 1 sur A, l'intégrale sur la section de passage de alpha k qui dépend de la position de A. De telle manière que maintenant, en utilisant cette notation, on peut dire que chaque fois que c'est présent cette intégrale dans notre problème, alors ce que nous avons, c'est que la moyenne de alpha k phi k, je réduis la notation parce que je n'ai pas assez d'espace, donc on sait que ce sont des valeurs qui dépendent localement donc de la position. La moyenne de alpha k phi k qui est donnée par cette partie de l'équation, 1 sur A l'intégrale de alpha k de A est égal à ce moment-là au taux de vide moyenne qui multiplie à la propriété psi k qui était moyennée mais pondérée par le taux de vide local. Donc chaque fois qu'on trouve cette expression tient compte maintenant d'une propriété qui était moyennée et pondérée par rapport au taux de vide local. Donc ça c'est la première, disons, le premier point de départ des ouvriers Finlay, donc de considérer que quand on mesure une propriété physique dans un mélange, elle devrait être pondérée par rapport au taux de présence de la phase, de la propriété de la phase dans l'écoulement. L'autre élément important, c'est que, étant donné qu'on fait appel à des moyennes, et étant donné que maintenant on moyenne des produits des propriétés, elles ont dit que si on a deux propriétés différentes, soit par exemple psi qui dépend de la position et psi qui dépend de la position, donc deux propriétés différentes, par exemple ça peut être vitesse taux de vide, ça peut être vitesse
masse volumique, ça peut être les vitesses de phase, etc. Alors, on sait que la moyenne des produits de deux fonctions ne peut pas être considérée comme égale au produit des moyennes de cette propriété. Et donc, sont des moyennes prises dans notre cas dans la section des passages, mais on pourrait prendre des moyennes prises dans d'autres domaines. Donc, d'intégration. De manière que les produits des moyennes, maintenant, si je prends la moyenne d'un produit, pour que soit égal au produit des moyennes, il faut ajouter un terme supplémentaire qu'on appelle la covariance entre phi et psi. Alors, ce que Suber et Finlay ils ont introduit, et ça c'est la nouveauté de leur approche, à part le fait d'introduire la moyenne pondérée par rapport au taux de vide, ils ont introduit aussi un concept assez nouveau qui, en lieu de traîner des calculs de covariance qui rendent les équations de conservation très difficiles et complexes à traiter mathématiquement, dans certaines conditions limitées d'écoulement bien établies, bien connues, donc à l'intérieur d'un certain domaine de l'écoulement, on peut à ce moment-là remplacer la covariance par une expression qui n'est pas tout à fait correcte, mais qui devrait être acceptable, on verra tout à l'heure jusqu'à quel point, qui consiste à traiter ceci comme une identité à condition qu'on multiplie les produits des moyennes par un coefficient, une nouvelle variable qu'on appelle C0. Donc à ce moment-là, Suber et Finlay, ils ont dit la moyenne d'un produit de deux variables d'un fluide, on peut le décrire comme étant un coefficient C0 fois les produits des moyennes et ça c'est l'équation de départ qu'ils ont introduite dans leur traitement de la moyenne pondérée par rapport au taux de vide. Mais ce n'était pas seulement ces types d'éléments qu'ils ont, disons, introduits dans leur approche. Donc, ils ont aussi considéré un autre élément très important, que cette fois-ci, donc, il faut tenir compte de ça, il faut tenir compte de ça, je vais effacer. Alors, l'autre élément important qu'ils ont introduit, c'est qu'ils ont dit qu'il y a toujours une différence de vitesse entre la vitesse de la phase gazeuse qui a tendance toujours d'accélérer par rapport au restant du fluide, étant donné qu'on doit conserver la masse et la masse volumique de la phase gazeuse étant plus faible que la masse volumique du liquide, donc normalement la phase gazeuse a tendance à accélérer et donc de bouger plus vite. À ce moment-là, ils ont introduit un autre élément dans leur développement qu'on le définit comme étant l'écart de vitesse lui-même. Alors, localement, donc les valeurs locales de cet écart de vitesse, ils l'ont défini comme étant une vitesse du gaz par rapport, donc l'écart de vitesse de la vitesse du gaz par rapport à la vitesse superficielle aux vitesses apparentes totales. Donc, cette vitesse a été introduite au chapitre 2, je pense que c'est moi qui ai introduit ça, dans les variables des écoulements diphasiques au début du cours. Donc, la vitesse superficielle aux vitesses apparentes totales est égale à la vitesse de la phase gazeuse
divisé plus la vitesse superficielle de la phase liquide, et donc c'est dans les deux cas des mètres par seconde. Donc, elles ont introduit à ce moment-là la définition de la vitesse, la différence de vitesse qu'on peut avoir entre la phase gazeuse et la vitesse superficielle totale. Maintenant, avant de continuer, il faut quand même regarder quelle est l'interprétation physique qu'on peut donner à la vitesse du mélange. Donc, regardons d'abord la vitesse du mélange. La vitesse du mélange que nous avons déjà introduit au début du cours. Mais on va retourner à son concept et on va revenir aussi plus tard à la vitesse apparente ou la vitesse superficielle. Alors, regardons d'abord un volume quelconque, arbitraire, et supposons que ce volume se déplace avec une vitesse de son centre de masse, donnée par VCM. Supposons que dans ce volume, on rentre avec une quantité de masse de liquide et pour une raison quelconque, il y a une formation de vapeur à l'intérieur et donc une certaine quantité de vapeur accélère et quitte ce volume qui se déplace avec la vitesse du centre de masse. Donc, à ce moment-là, la quantité de masse de liquide qui rentre sera donnée par ρL, 1 moins epsilon, la vitesse de la phase liquide qui rentre dans ce volume. Mais de l'autre côté, il y a une certaine quantité de vapeur qui quitte le volume avec la masse volumique de la phase gazeuse fois le taux de vide fois la vitesse de la phase gazeuse. Donc, maintenant, si le liquide entre par rapport à un volume qui se déplace avec une vitesse légèrement supérieure, tandis que la vapeur le quitte, donc avec une vitesse légèrement supérieure à la vitesse du centre de masse. Donc, le bilan des matières devrait s'écrire de la manière suivante. Alors, pour simplifier la notation, nous allons considérer un cas à une seule dimension et nous allons considérer que les vitesses sont collinéaires. Donc, vitesse collinéaire. Donc, la vitesse étant collinéaire à une seule dimension, qu'au contraire, il faut décrire tous ces problèmes avec les composants de chaque vitesse dans un espace tridimensionnel. Donc, ça devient un traitement mathématique un peu long et ça n'ajoute pas à la signification physique que je cherche maintenant. De manière que, à ce moment-là, je peux écrire que la quantité de masse qui entre par rapport à la vitesse du centre de masse de ce volume sera pour le liquide côté liquide la masse volumique fois les taux de vide pour le liquide, ça veut dire 1 moins epsilon, fois la vitesse du centre de masse moins la vitesse du liquide. Et ceci, certainement, doit être égal. Je ne peux pas perdre la masse et je ne peux pas accumuler de la masse. Donc, la vitesse de centre de masse est toujours la même. Donc, ça sera la masse volumique de la phase gazeuse fois le taux de vide qui multiplie à la vitesse du gaz qui se déplace plus vite que la vitesse du centre de masse. Donc, nous avons, à partir de cette, disons, schéma, cette équation et la, disons, solution de cette équation en termes de vitesse de centre de masse. Donc, on peut, disons,
aller chercher à partir de cette équation la vitesse du centre de masse. Donc la vitesse du centre de masse, dans ce cas, sera donnée par la masse volumique de liquide fois 1 moins les taux de vide fois la vitesse du liquide plus les masses volumiques du gaz fois les taux de vide fois la vitesse de la phase gazeuse divisé la masse volumique du liquide fois 1 moins les taux de vide plus la masse volumique du gaz multipliée par les taux de vide. Donc ce que nous avons ici devant nous, c'est la définition que nous avons donnée tout au début du cours, qui correspond à la vitesse du mélange. Donc maintenant, dans ces conditions, on voit que la vitesse du mélange diphasique n'est pas autre chose que la vitesse à laquelle les centres de masse se déplacent. Donc, première, disons, observation physique, la vitesse du mélange diphasique correspond à la vitesse à laquelle les centres de masse de notre système se déplacent. Donc, de la même manière, on pourrait maintenant se poser la question, quelle est la vitesse à laquelle le volume se déplace, étant donné que maintenant, nous avons un liquide qui occupe un certain volume et un gaz, donc de la vapeur, qui occupe un volume, disons, un peu plus grand éventuellement. Donc, regardons maintenant quelle est la vitesse, cette fois-ci, du centre de volume. Donc, ici, nous avons observé que la vitesse du centre de masse correspond bel et bien à la vitesse du mélange. Donc, maintenant, regardons la vitesse du centre de volume. Donc, nous avons toujours un volume maintenant. Maintenant, ce volume, il se déplace avec une vitesse qu'on va considérer comme étant la vitesse du centre de volume. Mais nous avons du liquide et nous avons du gaz occupant des volumes différents qui vont rentrer et sortir de ce volume qui enveloppe les mélanges diphasiques. Donc, quelle est la quantité volumique qui rentre en termes de liquide? Eh bien, cette quantité volumique qui rentre en termes de liquide, on peut l'écrire comme étant 1 moins epsilon, la vitesse de la phase liquide. Et certainement, nous avons considéré tout à l'heure que les gaz accélèrent et donc quittent le volume avec un epsilon vitesse de la phase gazeuse. Donc maintenant, si on veut conserver les volumes maintenant, donc on ne conserve pas, tout à l'heure on conservait la masse, maintenant on veut conserver les volumes de ce système. Donc à ce moment-là, nous avons l'équation de bilan, que c'est 1 moins epsilon qui multiplie à la vitesse relative par rapport à la vitesse du centre de volume. Donc, la vitesse du centre de volume moins la vitesse du liquide égale à epsilon la vitesse du gaz moins la vitesse du centre de volume. Mais comme tout à l'heure, nous allons simplifier les problèmes. Donc, on va considérer un cas unidimensionnel avec des vitesses collinéaires. Donc, on va rendre les problèmes, on va les simplifier. Et à ce moment-là, à partir d'ici, on peut déduire
la vitesse du centre du volume. Et donc, quelle est la vitesse du centre de volume qu'on obtient? Eh bien, la vitesse du centre de volume est égale à 1 moins epsilon, la vitesse du liquide, plus epsilon, la vitesse du gaz. Donc, à partir de cette équation, on note que la vitesse du centre de volume peut être, disons, on peut la réécrire de la manière suivante. Donc, on peut, disons, écrire la vitesse du liquide en fonction de débit volumique du liquide divisé la section de passage pour le liquide. Et pour le gaz, sera le débit volumique de la phase gazeuse divisé la section de passage pour le gaz. Donc, ici, ce que nous avons, c'est 1 moins le taux de vide, le débit volumique pour le liquide, multiplié par la section de passage de la phase liquide, qui n'est pas autre chose que 1 moins epsilon fois la section de passage totale, plus le taux de vide, le débit volumique de la phase gazeuse. La section de passage de la phase gazeuse n'est pas autre chose que epsilon fois la section de passage A. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient quelque chose que on connaît déjà, que la vitesse du centre du volume est égale débit volumique de la phase liquide divisé la section de passage totale, plus le débit volumique de la phase gazeuse divisé par la section de passage totale, qui n'est pas autre chose que la somme des vitesses superficielles. Donc, on obtient maintenant une interprétation physique pour la vitesse superficielle totale, étant donné que ceci, c'est la vitesse superficielle de la phase gazeuse plus la vitesse superficielle de la phase liquide, et donc égale à la vitesse superficielle totale. De telle manière que ce qu'on trouve ici, c'est une définition intéressante. D'abord, la vitesse du centre de masse correspond bel et bien à la vitesse du mélange, et maintenant la vitesse du centre de volume correspond bel et bien à la vitesse superficielle totale. Donc, deux éléments très importants, de manière que c'est que la définition de l'écart de vitesse tel que donné par Souvereville est en train de nous indiquer ici, c'est quel est l'écart entre la vitesse de la phase gazeuse par rapport à la vitesse à laquelle se déplace le volume de notre système. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut travailler pour voir de quelle manière on peut rétablir la cinématique de notre système, ça veut dire à partir de la vitesse du mélange, incorporer les vitesses de la phase liquide et la vitesse de la phase gazeuse qui est disparue au moment qu'on a fait les intégrales pour obtenir la vitesse du mélange. Donc ça c'est le point de départ de Zuber et Finlay.